L'Iran ne peut pas. Effectivement, l'Iran a toujours voulu passer par des proxys pour une raison très simple, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre beaucoup de leurs hommes parce qu'ils ne peuvent pas recruter de nouveaux soldats, de nouveaux commandants. Et pour une raison très simple, c'est que leur idéologie est en train de se casser la figure. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec la professeure Catherine Pérez-Chakdam, qui est la directrice du Forum pour les relations extérieures et pour, on va dire, une stratégie de planification, qui est experte de l'Iran et du Moyen-Orient. Catherine, bonjour, Boker Tov. Bonjour et merci de m'avoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, nous vous avons sollicité parce qu'on parle beaucoup de l'Iran dans la presse israélienne, dans les médias israéliens, bien entendu, après ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'élimination du général Zahadi. Et bien entendu, en Israël, d'une certaine manière, on attend, on redoute une riposte iranienne. La première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous pensez que c'est dans l'intérêt de l'Iran de lancer, par exemple, une attaque de missiles balistiques directement à partir du territoire iranien en direction d'Israël ? Non, je pense pas. Et la raison pour laquelle je ne pense pas que l'Iran va faire quoi que ce soit, c'est que l'Iran ne peut pas. J'en ai déjà beaucoup discuté avec d'autres médias israéliens et effectivement, l'Iran a toujours voulu passer par des proxys pour une raison très simple, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre beaucoup de leurs hommes parce qu'ils ne peuvent pas recruter de nouveaux soldats, de nouveaux commandants et pour une raison très simple, c'est que leur idéologie est en train de se casser la figure complètement. Ils perdent du terrain sur l'Iran, ils perdent du terrain avec leurs proxys, ils ne peuvent pas se permettre de perdre quoi que ce soit au niveau du terrain, au niveau même de leur idéologie. S'ils perdent, ils perdent tout. Et vous pouvez voir qu'en Iran, effectivement, le régime est dans une position de faiblesse telle qu'ils ont vraiment besoin de consolider leur position. Et ça veut dire qu'il faut qu'ils gardent le maximum d'hommes autour du régime, autour d'Ayatollah Khamenei. Et c'est pour la raison pour laquelle je ne pense pas qu'il y aura de rétaliation contre l'Israël. Ça veut dire que les Iraniens savent pertinemment que si il y a une attaque quelconque de missiles en direction du territoire israélien, eh bien il y aura une riposte qui risque totalement de déstabiliser le régime. Ah mais complètement, absolument, parce que ça forcerait la main de l'Occident effectivement pour supporter Israël. Pour moi, il n'y a aucune possibilité que ça se passe autrement. Maintenant, effectivement, le régime s'est toujours caché derrière ses proxys en essayant de limiter et de contenir leurs réponses, leurs attaques. Ils essaient d'éroder le pouvoir israélien, l'État israélien. Ils essayent de dénigrer le droit d'Israël d'exister. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une confrontation qui est directe. Ils ne le veulent pas. Ils ne l'ont jamais fait historiquement. L'Iran se cache toujours derrière d'autres personnes. Oui, donc j'imagine que maintenant, je ne vois pas le régime qui est en position de faiblesse de changer tout d'un coup de tactique. Donc à mon avis, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront rien, mais je n'imagine pas qu'il y ait une confrontation qui soit frontale comme ça directement. Parce que dites-moi, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, historiquement, à de multiples reprises, les Iraniens ont menacé Israël après des éliminations diverses, que ce soit de savants qui étaient impliqués dans le programme nucléaire ou de militaires des forces d'Al-Quds. Mais si je ne m'abuse, il n'y a jamais eu de véritable réaction. On ne peut pas parler de véritable succès en termes de réactivité de la part des Iraniens, même à très long terme, quoi, on va dire. Vous avez complètement raison. En règle générale, ce qui s'est passé, si vous vous rappelez très bien, en 2020, avec l'assassinat du général Soleimani, immédiatement l'Iran est venu sur Twitter en menaçant de détruire Tel Aviv, en menaçant de détruire Haïfa, Eilat. Il y avait toute une liste sur Twitter et rien ne s'est passé. La raison est très simple, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire quoi que ce soit. Je n'imagine pas qu'ils aient les capacités militaires pour le faire, parce que ça voudrait dire que effectivement, non seulement Israël viendrait immédiatement, et la réponse à mon avis serait brutale et presque, je dirais, finale, et bien entendu l'Occident. Et ça voudrait aussi dire que l'Iran serait forcé d'entrer dans une guerre que ils ne peuvent pas gagner, et deux, qui permettrait aux révolutionnaires iraniens de déstabiliser le régime et effectivement de déposer Ayatollah Khamenei. Et ça serait la fin de leur idéologie. Donc il y a quand même un désir de survivre. Et ça veut aussi dire qu'il y a une opportunité maintenant pour déstabiliser de façon pour toutes le régime iranien. Alors justement, parce que on l'a vu la nuit dernière, ce sont des informations de ces dernières heures, on voit l'administration Biden qui jusqu'à présent était relativement critique envers le gouvernement de Netanyahou, qui s'affiche clairement aux côtés d'Israël en disant
nous soutiendrons Israël si Israël est attaqué par l'Iran. C'est le président Biden qui l'a dit, Blinken qui l'a dit. On parle de manœuvres conjointes de l'armée israélienne et de l'armée américaine. Est-ce que justement, quelque part, ce sont des mises en garde qui peuvent être efficaces, effectives face au régime iranien, même pour, par exemple, éviter une riposte via des proxys? À mon avis, c'est comme ça que je lis la situation, c'est que ce désir maintenant tout d'un coup des États-Unis, de l'Angleterre et d'autres pays d'Occident de se tenir et de soutenir Israël, en fait est une réaction sur ce qui se passe dans leurs rues. C'est une réaction sur cette montée d'islamisme dans les rues de Washington, de New York et d'autres pays à travers l'Occident. Effectivement, se rendre compte que rejeter Israël et essayer de détruire Israël, enfin que Israël ait le droit effectivement de se défendre et de dénigrer ce droit-là, qui est quand même un droit international qui devrait être protégé tout le temps, toujours. Et sans qu'il n'y ait de mais ou de conditions attachées à ça, effectivement, ils se rendent compte qu'ils ont un petit peu manqué. Ils se sont trompés. On va dire ça comme ça. Donc, à mon avis, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de récupérer la situation. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, en rejetant Israël, ils rejetaient leur propre droit de se défendre sur leur territoire. Ils sont dans une position de faiblesse, effectivement, parce que beaucoup d'islamistes se sont dit qu'effectivement, si maintenant personne si tout le monde condamne Israël, ça veut dire que pour eux, il y a une opportunité, effectivement, de rejeter l'Occident et de vouloir s'infiltrer encore plus. Et je pense que l'Occident se rend compte qu'effectivement, la meilleure solution pour eux, c'est de se cacher derrière Israël, de soutenir Israël, en espérant que peut-être rien ne se passera dans la rue. C'est une tactique qui est très lâche à mon avis, parce que ça veut dire qu'effectivement le sang juif et le sang israélien va devoir couler pour les protéger eux, mais en même temps ça protège Israël si effectivement il y a une menace un peu plus directe contre nos intérêts. Alors parlons des proxys maintenant, du Hezbollah. Le Hezbollah pourrait être le bras avancé de l'Iran dans le cas précis pour réagir, ou alors finalement vous ne pensez pas, parce que le Hezbollah lui aussi risque de subir on va dire, une riposte massive d'Israël? Bon, déjà, oui, bien entendu. Maintenant, quand on parle de Hezbollah, effectivement, tout le monde se tourne vers le Liban parce que le Hezbollah est au Liban. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la majorité, j'imagine, non, il y a quand même des chiffres qui ont été publiés, mais à peu près 70% des forces du Hezbollah se trouvent en Syrie et essaient de recruter de nouvelles personnes à leur idéologie. Bon, ça marche pas forcément très bien, mais bon, ça se passe comme ça. Donc, en fait, le Liban est très vulnérable d'une attaque d'Israël. Donc, à mon avis, la meilleure solution pour Israël serait d'attaquer directement la Syrie et pas le Liban, parce que Hezbollah se trouve maintenant en Syrie. Et la raison pour laquelle il se trouve en Syrie, c'est que la Jordanie est dans la ligne de vision du régime iranien, oui, pour une raison très simple, c'est que c'est le dernier royaume à tomber pour qu'il y ait ce grand corridor chiite qui se forme et qui permette effectivement de géographiquement isoler Israël, mais plus important pour le régime, l'Arabie Saoudite. Oui, alors justement, je voulais vous interroger justement sur ces derniers développements. On parle depuis quelques jours, on le voit bien dans la presse israélienne, de cette volonté de l'Iran de déstabiliser le régime hachémite, le roi Abdallah Jordani, qui n'est pas toujours, on le sait, traditionnellement un souverain affaibli ou faible. Est-ce qu'il y a les Iraniens ont une chance, une opportunité d'affaiblir ce régime, et comment justement ce régime peut être maintenu? Est-ce qu'il peut être maintenu par l'aide des Américains, par le soutien des Israéliens, on va dire peut-être comme à l'époque de 70-70? Dites-nous. C'est intéressant parce qu'il y a à peu près 6 mois de ça, j'ai écrit un article, une analyse sur le Jerusalem Post, où effectivement je parlais de la Jordanie, je parlais de ce danger et le fait que l'Iran, le régime iranien, se soit tourné vers la Jordanie pour une raison très simple, vous venez de le dire, c'est qu'ils ont besoin de créer ce corridor, ils ont besoin d'isoler l'Arabie Saoudite. Et aussi, si vous vous rappelez, en 2012, ils ont essayé. La Jordanie s'est échappée. C'était vraiment un cheveu d'une perte totale de pouvoir, et que on a risqué. On s'est retrouvé devant une position où effectivement on aurait pu perdre la Jordanie aux islamistes. Ça s'est pas passé. Ça veut pas dire que le régime iranien a complètement oublié cette idée. Ils ont besoin de la Jordanie pour effacer
l'islam sunnite. Ils ont besoin d'effacer la Jordanie pour pouvoir géographiquement reconquérir ou conquérir donc la région et isoler complètement l'Arabie Saoudite qui se retrouverait entourée de pays qui sont effectivement des proxys de l'Iran. Maintenant, est-ce que ça va se passer? Non, parce que Israël ne le laissera pas. Les Américains ont bien compris maintenant qu'il y avait vraiment un danger. Ça fait des années qu'on les prévient et qu'on leur dit qu'effectivement il faudrait peut-être un petit peu calmer le jeu et demander à l'Iran de reculer un petit peu. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant, mais ils vont le faire maintenant parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est très simple. Et c'est dommage. C'est dommage parce que beaucoup de gens sont morts pour rien. Mais très souvent, les démocrates aux États-Unis n'écoutent pas la raison. Mais bon, on est là aujourd'hui. À mon avis, on va voir des choses changer très rapidement. Les manifestations presque quotidiennes à Amman devant l'ambassade d'Israël, ce sont des manifestations orchestrées justement par l'Iran, à votre avis? À mon avis, oui, parce qu'il y a beaucoup dans d'autres. La Jordanie, vous avez des millions de Palestiniens qui se trouvent en Jordanie, qui sont tous plus ou moins du côté du Hamas. Et le roi s'est imaginé qu'il pouvait utiliser ça comme une espèce d'arme contre Israël pour effectivement. C'est une façon de se posturer, de se positionner comme étant le sauveur de la cause palestinienne. Bien entendu, ils s'en fout. Maintenant, est-ce que il veut utiliser ça pour essayer d'emmagasiner, de forcer l'Israël à faire beaucoup de concessions, sûrement. Est-ce que ça va marcher? Pas forcément, parce que maintenant, il se retrouve dans une position de faiblesse où effectivement, il se rend compte que à vouloir manipuler les islamistes, il s'est fait manipuler lui, il est dans une position de faiblesse et il pourrait effectivement peut-être perdre le pouvoir. Donc maintenant, il va falloir qu'il se retourne et demande à Israël de très gentiment venir l'aider. Alors une dernière question, on ne peut pas interviewer une experte comme vous sur le Moyen-Orient sans parler de ce qui se passe dans la bande de Gaza et je voudrais avoir votre appréciation. Finalement, est-ce que il faut comment on peut envisager l'après-Gaza? Quel genre de pouvoir peut-il s'installer dans la bande de Gaza après le retrait israélien qui a de facto commencé? Et est-ce que finalement aujourd'hui, comment on peut expliquer que des massacres du 7 octobre, Israël risque de se retrouver confronté à une demande de la communauté internationale d'un État, de la solution à deux États, un État palestinien, on ne sait pas trop où, ce sera à Gaza ou en Judée-Samarie, comment on peut envisager que ça soit, on va dire, le retournement de situation qui conduise à un État palestinien? La création d'un État palestinien. C'est pas un retournement de situation. À mon avis, ce qui est en train de se passer en Occident, c'est un retournement de valeur où effectivement les islamistes, les Palestiniens ont réussi à vendre cette espèce d'état de victimes constantes et de monétiser ça effectivement. Et l'Occident, pour une raison ou pour une autre, ont décidé qu'effectivement c'était ce genre de narratif qui voulait poursuivre et suivre. Je trouve ça un petit peu imbécile personnellement parce qu'effectivement ce qu'ils sont en train de faire c'est se mettre en danger eux-mêmes parce on voit bien dans les rues de Paris, dans les rues en France, que ce soit sur Londres ou les États-Unis, partout dans nos démocraties, effectivement on se trouve dans une position qui est quand même très difficile, qu'on soit chrétien, juif ou autre chose, parce que l'islam gagne. C'est pas l'islam qui est le problème, ce sont les islamistes effectivement. Maintenant la différence est devenue tellement fine que c'est très difficile de faire la différence et c'est un problème que les musulmans et que les Palestiniens vont devoir résoudre eux-mêmes parce que le problème est avec eux, pas avec nous. C'est pas une question de tolérance, c'est pas une demande d'acceptation. C'est que ce qu'ils demandent, c'est qu'on abandonne nos droits et nos traditions et notre histoire pour leur faire plaisir. Bon, non, c'est pas forcément ce qui va se passer. Pour ce qui en est de Hamas et de Gaza, écoutez, c'est les Palestiniens ils vont devoir faire un choix. S'ils veulent vivre et s'ils veulent se libérer eux-mêmes de cet état d'esclavage que Hamas a institué, c'est à eux de le faire. On peut pas les libérer. On peut mener un peuple devant un choix de libération, mais il faut que ce peuple décide de se prendre en main et de se libérer. Et le problème à mon avis, on est dans une situation où les Palestiniens sont dans un état d'esclavage par le Hamas et on se trouve vraiment dans une semaine ou deux maintenant, on arrive sur Pessah et à mon avis, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils relisent leurs livres, qu'ils écoutent, qu'ils relisent l'histoire et qu'ils se rendent compte qu'effectivement, si nous on a pu sortir d'Égypte, si nous on a pu faire ce travail de décolonisation, effectivement, qui n'est pas que physique, il faudrait peut-être qu'aussi eux se prennent en charge et fassent la même chose, parce que
sinon leur futur va continuer avec Hamas ou une itération de Hamas. Et à mon avis, c'est pas ça qu'ils veulent. Parce que pourquoi renier des valeurs de vie qui sont quand même importantes et vouloir embrasser ces idées qui sont complètement, à mon avis, insensées, de vouloir mourir pour une cause qui ne leur fait rien, qui ne leur apporte rien et qui condamne leurs enfants à souffrir éternellement. C'est une question que je leur pose. Eh bien, oui, c'est une bonne question à poser, effectivement, même en cette période donc de guerre et qui précède justement, comme vous l'avez dit, la fête de Pessah. Je vous remercie beaucoup, docteur Catherine Pérez-Chakdam. Je rappelle que vous êtes la directrice du Forum pour les relations extérieures et Forward Strategy à Londres. Hein. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, c'était à Londres. Vous êtes en général à Londres, mais spécifiquement aujourd'hui, actuellement en Israël. Et on vous a retrouvé pas Jérusalem, à Tel Aviv. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour vos explications très claires. Merci et bonne journée. À bientôt. Bonne continuation. Merci. Au revoir.